on n'avait été que 2 à avoir la moyenne. Et en 2025, les choses se sont pas améliorées. Et ce qui fait que je me souviens, quand je donnais des cours en école de commerce, j'étais dans l'obligation d'abord de faire des QCM, mais je ne pouvais pas donner des dissertes. C'était impossible parce que les étudiants, et ce sont des victimes en ce domaine, victimes de l'éducation nationale, et des étudiants pour la plupart issus de milieux aisés, n'étaient pas en mesure de faire d'établir un raisonnement, une introduction, 2 ou 3 parties, avec à la fois des affirmations, mais aussi des nuances, des intermédiaires, tout n'est pas en ligne droite. Et c'est là où on voit que le système a littéralement déstructuré les cerveaux, et ça s'appelle la mort d'une civilisation. Ouais, Il ouais. suffit de lire les écrits des poilus durant la Première Guerre mondiale, la manière d'écrire, la qualité du français, alors en sachant que ces Français de l'époque étaient pour la plupart issus d'origine sociale modeste, et souvent nés dans des familles où on ne parlait pas le français. On parlait soit le basque, soit le breton, soit on parlait des patois. Et en fait, l'époque, on avait encore des esprits structurés. Mais aujourd'hui, c'est mort. C'est mort. Il y a un résidu, et j'appartiens à ce résidu, et c'est là que je remercie ma famille, de cette transmission, C'est mais pour le intéressant. reste, voilà. Et fatalement, vois-tu, John, ça se répercute dans la compréhension des événements actuels. C'est-à-dire que il y a un ami que j'ai vu il y a quelque temps de ça qui m'a dit tu es un dissident dans la dissidence. Hmm. Il voulait dire par là que la dissidence d'aujourd'hui, elle est en grande partie imprégnée de libéralisme. Oui. Et certains espèrent en Trump, d'autres en Poutine. Moi, je n'espère ni à l'un ni à l'autre. Parce que ce sont des produits du système, avec des bagarres oligarchiques. Comme avant la guerre de 14, il y a eu une bagarre entre un sionisme pro-allemand en opposition au sionisme pro-anglais. Et d'ailleurs, quand on lit les carnets complets de Herzl, il raconte qu'il y a une bagarre au sein du mouvement sioniste. Il y a 2 branches. Et il dit qu'il espère une entente, mais qu'il peut prévoir l'avenir. Et bien là, actuellement, on a pareil une bagarre. Et peut-être, on va voir la suite des événements au moment où je parle, on a une bagarre entre Moscou et Washington dans la répartition des zones d'influence. Et à première vue, il semblerait qu'une entente serait sur le point de s'établir entre Poutine et Trump sur le partage de zones d'influence, de territoires, d'intérêts, etc. Et je dis toujours que on verra véritablement cette entente se mettre en place le jour où on verra le flux financier de la maison mère Lubavitch de New York prendre sa direction en direction de la Russie, parce qu'ils ont actuellement, au moment où je parle, il y a une bagarre au sein des Lubavitch russes qui Mhm. soutiennent Poutine en opposition aux Lubavitch nord-américains. Eh bien, si C'est vraiment intéressant. l'entente entre Poutine et Trump s'enracine, à première vue, ça semble prendre le chemin. Je dis ça avec beaucoup de prudence. Au moment où je parle, on est le 8 décembre. Si vraiment les choses vont dans cette direction, eh bien, on pourra effectivement constater ce retour de ce flux financier si vraiment une entente entre Poutine et Trump s'établit. On va C'est voir très la suite. intéressant parce que j'ai parlé de la fin, aujourd'hui même, dans le live que je faisais sur Point de Rupture, j'ai parlé de la fin d'une autorité unilatérale qui est née juste après la dissolution de l'URSS, c'était les États-Unis, et maintenant on est en train d'aller vers du trilatéral, parce qu'on peut accuser Trump de beaucoup de choses, mais pas de manque de pragmatisme. Et lui, il est Oui. conscient de ce qui est en train d'arriver. Et il a arrêté de parler d'ennemis en parlant de la Chine et de la Russie, pas d'ennemis, mais de concurrents économiques. Oui. Et En fait, donc, c'est une répartition d'intérêts exactement. parce Donc, qu'il a compris, Trump a compris, lui et puis certains, que les États-Unis unipolaires, c'est terminé. Et donc, voilà. il essaye d'établir un sort de précaré nord-américain avec une Amérique du Sud aussi qu'il essaierait, enfin, on va voir. Avec la doctrine Monroe et tout ça. Voilà, 1823. En fait, un précaré, ça c'est à moi, vous les Russes, vous avez ceci, cela, l'Ukraine, vous les Chinois, ceci. Et en fait, c'est ce qui était déjà annoncé. Je sais plus si je t'en ai parlé vendredi quand on a dîné, la revue The Economist, qui avait sorti en 1990, et j'ai mis cette carte dans un de mes livres, dans l'Atlas du mondialisme, je crois, où il y avait le bloc euro-américain,
une Europe vassalisée et soumise complètement. à Washington, Eurasia, la Russie de Poutine, Hinduland pour l'Inde, le monde musulman islamistan et le monde chinois confuciania. Et Mhm. avec cette phrase perfide anglaise, cette carte est à peine sérieuse. Mais en fait, c'est un prototype. Je ne dis pas que les frontières entre ces blocs seront celles qu'on voit dans cette carte de 1990, mais déjà un monde The Economist, multipolaire The avec des Economist a blocs été et créé. répartition des zones d'influence. Oui, The Economist a été créé par les Rothschild, hein, ça, il faut le rappeler Ah aussi. oui, ne pas oublier la famille Agnelli pour les économistes. Uh-huh. Mais, Et non seulement de ce côté-là, mais sur le plan culturel. Ensuite, c'est soutenu par la communication, par Reuters, Reuters qui est comme l'AFP en France, etc. Et ça a été créé par les Rothschild aussi, Reuters.